Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une révolution qui se passe juste sous nos yeux et qui change absolument tout, l'État digital. Imaginez un peu. Fini les files d'attente interminables, la paperasse qui s'accumule. La grande promesse de l'État digital, c'est ça. Pouvoir tout gérer, ou presque, directement depuis son canapé. Mais bon, au-delà du confort, qu'est-ce que ça change vraiment en profondeur pour nous? Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur l'excellente analyse de Didier Taormina. C'est un article qui a été publié le 21 août 2025 sur iainfo.fr, qui est d'ailleurs le premier portail français dédié à l'intelligence artificielle. Alors, voilà notre programme. On va d'abord voir que c'est une révolution mondiale. Ensuite, on parlera des champions du numérique face à la fracture. On s'attaquera aux grands défis humains de l'inclusion, puis au duo compliqué entre transparence et confiance. Et on finira sur l'idée d'un tout nouveau contrat social. C'est parti. Ok, commençons par la base. Ce qui se passe, ce n'est pas juste une petite mise à jour technique. Non, c'est un vrai mouvement de fond qui est en train de redéfinir complètement la relation qu'on a avec l'État. Et ça, partout dans le monde. Mais alors, concrètement, l'administration numérique, c'est quoi? Eh bien, l'idée, c'est de passer de la vieille bureaucratie, vous savez, parfois un peu lourde et compliquée, à des services publics qui sont pensés pour être plus rapides, plus clairs et au final, beaucoup plus simples pour nous tous. Mais pourquoi est-ce que tout le monde s'y met? Alors oui, bien sûr, ça permet de faire des économies et d'être plus efficace. Mais le vrai enjeu, il est plus profond. Plus de transparence, par exemple, c'est une arme géniale contre la corruption. Et puis, à l'échelle mondiale, un pays avec une administration moderne et efficace, eh bien, ça attire les talents et les investissements. C'est un vrai plus. Bon, cette révolution est mondiale, on est d'accord. Mais attention, elle ne se fait pas du tout à la même vitesse partout. En fait, un véritable fossé est en train de se creuser entre les pionniers, les leaders et ceux qui ont plus de mal à suivre le rythme. Le contraste est vraiment frappant. D'un côté, vous avez des champions comme l'Estonie, où quasiment toute votre vie de citoyen peut se gérer en ligne. Et de l'autre, eh bien, c'est une toute autre réalité. Dans beaucoup de pays, le simple fait d'avoir accès à Internet, d'avoir un ordinateur ou même les compétences de base, ça reste un énorme obstacle pour des millions de personnes. Mais attention, il ne faut pas tomber dans les clichés. Il se passe un phénomène absolument incroyable qu'on appelle le saut technologique. En Afrique, par exemple, des pays comme le Kenya ou le Rwanda misent tout sur le mobile. Ils n'attendent pas d'avoir des infrastructures classiques. Ils inventent des services publics qui sont directement accessibles depuis un simple smartphone. C'est assez génial. Et cette idée d'inclusion grâce au mobile nous amène directement au cœur du problème, le défi humain. Parce que, soyons clairs, la meilleure technologie du monde ne sert à rien si elle laisse des gens sur le bord de la route. Le risque, il est bien là. Si on ne pense pas à la numérisation pour qu'elle soit inclusive dès le départ, non seulement elle ne réduira pas les inégalités, mais elle va en créer de nouvelles. On pourrait presque appeler ça la fracture sociale version 2.0. Alors, comment on fait pour que ça marche pour tout le monde? Eh bien, la recette, elle repose sur quelques ingrédients clés. Il faut des outils super simples à utiliser, un vrai accompagnement humain pour ceux qui en ont besoin, une conception qui pense aux personnes en situation de handicap et bien sûr, des services qui marchent aussi bien sur un téléphone que sur un ordinateur. On arrive maintenant à un point un peu paradoxal. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le numérique nous promet une transparence totale. Mais, et c'est le mais qui compte, plus de transparence ne veut pas forcément dire plus de confiance. C'est même parfois l'inverse qui se produit. C'est vraiment la question centrale. Savoir comment notre argent public est utilisé, comment nos données sont gérées, c'est un progrès immense, c'est sûr. Mais est-ce que ça suffit pour qu'on fasse aveuglément confiance au système? Honnêtement, rien n'est moins sûr. En fait, c'est une médaille à deux faces. D'un côté, pouvoir tout tracer, c'est une arme incroyable contre la corruption. Mais de l'autre, le fait de centraliser toutes nos données personnelles crée des risques gigantesques. On pense aux fuites, au piratage, à la surveillance. Et tout ça, ça peut sérieusement saper la confiance qu'on essaye de construire. Et tout ça nous amène à notre dernier point, qui est sans doute le plus important. Parce qu'au final, au-delà de la technologie, c'est notre contrat social, ce pacte qui nous lie à l'État, qui est en train d'être complètement réécrit. On est en train d'assister à une vraie mutation de ce qu'est l'État. On quitte l'image de la vieille forteresse administrative, un peu lente, un peu distante, pour un tout nouveau modèle, celui de l'État plateforme. Un État qui est là pour nous, accessible tout le temps, et qui fonctionne un peu comme une entreprise de service ou même comme une appli sur notre téléphone. Et évidemment, cette transformation ouvre la porte à des questions éthiques absolument vertigineuses. Si on laisse des algorithmes prendre des décisions à notre place, comment être sûr qu'ils sont justes? En leur donnant toutes nos données, comment garantir qu'elles seront protégées? Et la question finale, peut-être la plus grande, comment un État peut-il rester souverain face aux géants de la tech qui dominent le monde? La conclusion de tout ça, elle est assez claire. Cette transformation digitale, ce n'est plus un choix. C'est une véritable nécessité historique qui force chaque État à repenser complètement sa mission pour notre siècle. Alors, je vais vous laisser avec cette question pour réfléchir. L'État qu'on est en train de construire tous ensemble, est-ce que ce sera un vrai partenaire à notre service ou est-ce qu'il deviendra juste un algorithme froid et impersonnel? Le choix, finalement,
nous appartient. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel explainer.